Remettre une entreprise en mouvement et rétablir la performance, c'est ça le management de transition. Je suis Élodie Loin, dirigeante de transition et autrice du livre Manager de transition. Les chroniques en mission vous emmènent dans les coulisses du management de transition pour parler outils, posture et témoignages. C'est du concret, c'est du terrain, c'est exactement ce que nous sommes. Bienvenue en mission, le canal de celles et ceux qui avancent, s'ajustent et transforment les organisations mission après mission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un dont le parcours illustre parfaitement ce qui fait la richesse du management de transition. Une capacité à apprendre vite, à s'adapter et quelqu'un qui promeut les débats et la diversité des profils. Arnaud Hardisson est avec nous. Arnaud, pour commencer, comment résumerais-tu ton parcours? Bonjour Elodie et merci pour cette invitation. Ça me fait très, très plaisir d'être avec toi. Alors, pour résumer mon parcours, je dirais que je suis un pur produit de la supply chain. J'ai fait de la partie amont avec de l'approvisionnement et de la gestion des stocks, mais j'ai surtout fait de la supply aval avec toute la brique logistique qui couvre la distribution, les entrepôts d'usines, le transport, les réseaux de distribution et le transport du dernier kilomètre, sans oublier l'ADV. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça dans différents types de postes, parce que j'ai eu des postes très opérationnels, où j'ai géré par exemple la logistique avec une vingtaine de sites dans une région. Et puis j'ai aussi des postes de directeur d'entrepôt, des choses de ce genre-là. J'ai également eu des postes qui étaient soit des postes de support, soit des postes de conseil. Et ça, c'est intéressant parce que ça m'a permis de développer la capacité à appréhender rapidement à la fois la culture d'entreprise et le contexte des entreprises dans lequel on est amené à évoluer. Quelle richesse, Arnaud, tu es à la fois un expert et en même temps tu as connu beaucoup de secteurs. Et j'ai une question pour toi. Quel a été le moment où tu as compris dans ton parcours que ce métier de manager de transition était une évidence? J'ai toujours eu la bougeotte. Ce qui me plaît, c'est de transformer. Alors pas forcément de révolutionner, mais de rendre les choses meilleures, les choses et les gens. Et ce que je ressens, c'est que en général, en 12 ou 24 mois, on change les choses ou pas. Mais on a impulsé sur cette période-là un nouvel état d'esprit, un nouvel élan. Et ensuite, au-delà de cette période, eh ben, on est plutôt en train de déployer une feuille de route qui peut s'étaler sur plusieurs années. Mais le gros de la transformation, l'impulsion vraiment de départ est faite. Et c'est ça qui m'a poussé à basculer vers le métier du management de transition. Et quand on y goûte, on n'a plus envie de retourner en CDI généralement, parce que ça répond profondément à notre ADN et tu le dis très, très clairement. Hem, j'ai une autre question pour les auditeurs qui ne connaissent pas vraiment le management de transition. Certains pourraient penser qu'un manager de transition, c'est un exécutant immédiatement opérationnel, mais en réalité, cette opérationnalité, ça se construit, ça se nourrit. Alors, il faut être non pas tout de suite opérationnel, mais rapidement opérationnel. Premièrement, on nous demande d'impacter tout de suite parce que, en effet, on arrive dans des périodes qui sont un peu des périodes de crise, des périodes de retournement. Cependant, il faut quand même qu'on prenne le temps de rentrer et de comprendre. Et les 2 raisons pour lesquelles on doit faire ça, c'est que, un, il faut qu'on s'imprègne suffisamment de la situation pour être pertinent, parce que arriver et faire du copier-coller, ça ne fonctionne pas. Il faut toujours adapter à l'environnement et au contexte dans lequel on est. Et puis deuxième chose, c'est qu'assez souvent, nos missions où on vient pour 6 mois, eh ben, elles se rallongent, nos scopes, ils s'élargissent un peu et il faut pouvoir, dès notre arrivée, avoir une vision assez globale pour pouvoir embrasser tous les sujets qu'on va nous confier. Parce qu'une fois qu'on est lancé, on a beaucoup de mal à refaire cette partie d'appropriation et je pense qu'il faut pouvoir le faire dès le début, tout en gardant une logique de temps d'intégration relativement court. Ce que j'ai souvent tendance à dire, on a le principe des 90 jours qui représente, 3 mois quand on rentre dans un poste.
Eh bien nous, managers de transition, on n'a pas 3 mois, on a 3 semaines maximum. Clairement, c'est un métier qui n'est pas pour tout le monde, qui est très exigeant, et en préparant cet épisode, on a parlé de formation. Toi, tu es convaincu qu'il faut être formé à sa manière de manager. Tu peux en dire un petit peu plus et nous dire en quoi une formation peut aider à devenir un manager de transition efficace? Alors, se former, ça peut aider de façon générale et encore plus quand on est dans le management de transition. Déjà dans la démarche, se former, c'est se sortir de sa zone de confort, c'est aller se confronter à de nouveaux savoirs, des choses qu'on ne connaît pas, heu, mais c'est aussi une façon d'aller chercher l'air du temps, de se remettre à niveau et puis, ça répond aussi à un besoin de curiosité. Je pense qu'il faut qu'on soit curieux en tant que manager de transition et c'est vrai que j'ai pris une habitude un petit peu étonnante. Tous les 10 ans, je me confronte à aller faire un master qui est quelque chose qui demande un engagement certain, mais qui est très, très enrichissant. Alors à vrai dire, à chaque fois que je finis mon master, je me dis qu'on m'y reprendra pas, mais 10 ans après, je replonge. Ah, tu es un éternel étudiant. C'est amusant Heu, et on devrait se former tout au long de son parcours parce que le monde évolue, soi-même on évolue, donc ça a beaucoup de sens et aussi parce que tu l'as dit tout à l'heure, un manager de transition doit être opérationnel rapidement. En quoi une formation peut t'aider à tenir cette promesse et qu'est-ce que tu recommanderais, aux managers de transition comme type de formation? alors on a 2 choses, on a soit de la formation un peu, je dirais, appuyée comme les masters dont je parlais, et il y a après des, formations plus courtes où là, la démarche est différente et on aura plutôt tendance à aller chercher, des outils, des choses beaucoup plus concrètes qu'on puisse appliquer. Effectivement, il faut une méthode et cela rassure énormément les donneurs d'ordre de voir qu'on applique un métier avec, des actions qui ne sont pas tout à fait ordonnées par hasard pour réussir nos missions. C'est exactement ça. Il y a un sujet qui est de dire, souvent, on arrive et on n'est pas forcément sur des choses très techniques. Par contre, on doit arriver avec de la méthode pour non seulement rassurer notre donneur d'ordre par rapport au mandat qu'il nous a confié, mais aussi pour aider les équipes, pour les structurer, que ce soit à l'intérieur des équipes ou dans les relations interéquipes. Et tu m'as dit tout à l'heure, quelque chose que j'ai adoré: «Il ne faut jamais faire l'économie d'un débat». C'est une phrase simple, mais elle dit beaucoup à ta manière de manager. Tu peux élaborer un petit peu? Souvent, les bonnes idées ont déjà été formulées, mais elles n'ont pas été travaillées, on n'est pas allé au bout, on les a pas confrontées avec ce qui se passe dans les autres services, dans les autres briques de la chaîne. Et je pense que le débat, c'est quelque chose d'important et il faut aborder le débat sans avoir la volonté de convaincre. C'est-à-dire qu'il faut arriver dans une posture d'écoute, être capable de comprendre quelles sont les choses qui sont sous-jacentes. Et souvent, on arrive avec un modèle et ce modèle, comme je le disais tout à l'heure, ne peut pas être copié-collé. On est obligé de l'adapter et pour l'adapter, c'est pendant le débat qu'on va comprendre quels sont les points qu'il va falloir modifier, arranger pour que ça rentre parfaitement dans la place qu'il y a dans l'entreprise pour, que cette transformation soit pérenne. Ça demande une bonne dose d'humilité, puisque tu dis qu'il faut, finalement être à l'écoute de l'équipe et qu'est-ce qui se passe si l'équipe n'est pas d'accord avec ton idée? C'est pas grave du tout qu'elle soit pas d'accord avec mon idée, à condition qu'elle ait une idée. Quand on nous appelle, souvent, c'est des situations qui nécessitent de réagir vite. Par contre, il faut qu'on soit aussi capable de proposer et de mettre en place et de déployer des organisations, des processus, des systèmes qui nous soient, pérennes et pour ça, il faut qu'on engage les équipes. Si on pousse uniquement ces idées sans, les faire absorber, les marier, les mélanger avec les idées qu'il y a dans les équipes et dans l'organisation,
Le risque, c'est que une fois que vous êtes plus là pour porter les choses, et ben, tout s'effondre. Or, nous, notre travail, c'est d'avoir une pérennité au-delà de notre passage. Et est-ce que tu aurais un exemple concret où, cette diversité des profils finalement a rendu la solution plus robuste? J'ai un client chez qui, les interactions dans le processus étaient pas flagrants. Donc tout le monde avait tendance à travailler chacun de son côté et on a instauré une autre façon d'aborder les sujets en remettant du lien, en réexpliquant les impacts dans chaque service au sein de la direction et là, dans cette équipe, sur un sujet donné, ils m'ont proposé un plan extrêmement ambitieux, qui allait nous prendre énormément de temps. J'étais un petit peu frileux en me disant: «Je suis pas sûr qu'ils se rendent compte de l'engagement qu'ils veulent prendre». On y est allé et on a vraiment produit quelque chose d'intéressant qui était pour l'ensemble du service et là où c'était, bien, c'est qu'ils l'ont concrètement porté et plus que, heu, ma réussite, c'était vraiment leur réussite. Ils y croyaient, ils l'ont emmené jusqu'au bout et là, en travaillant ensemble de façon transverse, ils avaient passé un cap de maturité qui allait permettre aux managers qui allaient venir derrière de pouvoir s'appuyer sur une équipe solide pour mettre en place la vision qu'il aurait. Et toi, dans ces circonstances, comment décides-tu qu'il est temps justement de passer à l'alignement? Soit on a des consensus qui se dégagent, naturellement, il faut laisser un petit peu de temps pour les laisser mûrir et éclore, soit on sent qu'on a quelque chose qui est plus sclérosé et là, on doit reprendre une posture d'arbitrage, parce que c'est aussi notre rôle, et par contre, on s'assure, après cet alignement, tout le monde rentre dans, la voie qu'on a décidée ensemble. Clairement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, on n'attend pas que tout le monde soit d'accord. On attend que tout le monde supporte, soutienne l'idée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Arnaud, j'ai une question un peu différente à te poser. On change de thématique. Un manager de transition, en fait, on est dans l'organigramme et en même temps, on reste externe à l'entreprise. C'est une posture assez unique qui nous autorise une parole différente, un regard extérieur et peut-être même parfois un impact que personne n'attend parce que on sort un peu des sentiers battus. Hem, pour toi, quelle est la première différence ressentie entre un rôle en CDI et une mission de transition? En général, quand on est en CDI, on est manager, on construit quelque chose et on va l'accompagner sur des temps plutôt longs. Là, on est sur des positions où on sait qu'on va être là pendant 6 mois, peut-être pendant 1 an, mais qu'après c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre et j'ai souvent cette image de dire: «Bah, en fin de compte, c'est pas nous forcément qui allions planter ce qu'on va vouloir récolter, mais nous, on doit préparer le terrain pour que la personne qui vient après ait un terrain fertile pour planter ce qu'il voudra planter». Si je continue l'image, c'est de dire: «Nous, on peut planter des fraisiers parce qu'on va récolter ça très rapidement. Par contre, des arbres fruitiers qui vont structurer le jardin et ben, on va laisser à d'autres le soin de les planter comme ils le souhaitent». Très bien, donc on est toute une bande de jardiniers qui travaillons ensemble. Nous, en fait, on fait pousser des pousses, hein, mais on n'est pas toujours là pour voir les arbres fleurir. Et toi, est-ce que tu as vécu une situation où cette externalité, le fait de ne pas être, je dirais, tributaire, du passé, et de l'avenir de l'entreprise, on est dans le moment présent. Est-ce que cette liberté, finalement, a pu débloquer des points critiques? J'ai en tête un client qui m'a recruté et je n'étais pas le profil qu'il attendait. Je pense que c'est plutôt ma posture et ma personnalité qui a permis de faire que nous avons travaillé ensemble. J'ai expliqué et j'ai montré sur le poste qu'il proposait qu'il y avait des sujets qui n'étaient pas adressés et au début, ça leur paraissait futile. Mais en pouvant travailler avec eux, je l'ai montré par l'exemple. J'ai démontré ce qu'on pouvait faire autrement. À tel point que le brief de recrutement qui avait été fait pour trouver le futur directeur a été modifié pour reprendre un profil qui était plus proche de ce que j'étais, pour pouvoir couvrir les sujets qu'ils n'avaient pas identifiés clairement.
Donc cet apport extérieur a permis de changer la vision de la direction générale par rapport à l'organisation, qu'elle voulait dans son codir. Ce que tu dis là est vraiment important parce que c'est l'essence même du métier de manager de transition que de se positionner plus comme un sparring partner et de pouvoir se donner la liberté de dire les choses telles qu'elles sont et d'apporter ce regard extérieur qui leur fait faire un pas de côté, parfois sur des choses qui étaient, soi-disant acquises. Exactement. Un seul conseil pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans le management de transition, lequel donnerais-tu? Tu vas m'en permettre 2. Allez, oui. Le premier, ça serait, de se mettre bien au clair sur ce que ce métier implique. On est souvent dans des métiers où on part en mission pour longtemps, où moi, pour ma part, j'interviens dans toute la France. Heu, donc il faut avoir conscience de ce que représente l'indépendance, hein. Oui, il y a une notion de liberté, mais il y a aussi une notion d'isolement. Il y a une notion, de risque, par rapport aux missions qui seront à venir ou pas. Le deuxième conseil, qui est sans doute le plus important, et si tu ne m'en avais laissé qu'un, j'aurais gardé celui-là, c'est oser. Oser y aller, oser entreprendre. Clairement, quand on a les compétences métiers et l'état d'esprit, toi tu dis: «Allons-y». Moi aussi d'ailleurs, je trouve qu'on n'a rien à perdre qu'à tenter les choses dans la mesure où on y va avec, un petit filet de sécurité, les formations que tu as citées, heu, parler avec des professionnels du métier et c'est aussi pour cette raison qu'existe cette chronique. C'est pour donner la parole à des personnes expérimentées comme toi, dans ce métier et Arnaud, je te remercie infiniment pour ton regard ultra lucide et pour ce partage très concret sur ce métier qui te passionne, qui nous passionne et qui nous demande finalement autant de courage que de présence. Un petit mot de la fin? Un grand merci de m'avoir accueilli parce que c'est toujours, une, un bonheur de pouvoir parler des choses qui nous passionnent. Merci à tous pour votre écoute. Merci à toi Arnaud et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de En Mission, les chroniques de celles et ceux qui transforment les organisations et c'est là où tout se joue. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de En Mission, les chroniques du management de transition. Si ce partage vous a éclairé ou inspiré et que vous souhaitez vous lancer dans ce métier, je vous invite à poursuivre la découverte sur m2tmasters.fr, la première formation à distance dédiée aux managers de transition. Merci pour votre écoute et surtout, continuez à apprendre, transmettre et à transformer les organisations. Et pourquoi pas, à très bientôt en mission.